Welcome to the Atlantic Perspectives podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans la Maison Blanche et l'Europe avec Maxime Lobet. Dans l'épisode précédent, nous avons quitté les États-Unis sous la présidence de James Polk, un président qui transforme profondément la carte de l'Amérique du Nord grâce à la guerre contre le Mexique et l'acquisition de vastes territoires à l'ouest. À première vue, les États-Unis semblent alors au sommet de leur puissance. Le territoire national s'étend désormais de l'océan Atlantique jusqu'au Pacifique, l'économie connaît une croissance rapide, des millions d'immigrants venus d'Europe traversent l'Atlantique pour s'installer dans la jeune République américaine. Mais derrière cette réussite se cache une question que les dirigeants américains repoussent depuis des décennies. Les nouveaux territoires doivent-ils autoriser l'esclavage ou l'interdire ? Cette interrogation menace désormais l'équilibre politique du pays. Au même moment, l'Europe traverse elle aussi une période de profond bouleversement. En 1848, des révolutions éclatent à Paris, Berlin, Vienne, Milan et Budapest. Des peuples réclament davantage de liberté et de représentation politique. Les Américains suivent ces événements avec attention. Beaucoup considèrent que leur république apparaît plus stable que les monarchies européennes secouées par les révolutions. Pourtant, cette stabilité est trompeuse. Pendant près de 70 ans, les présidents américains ont défini leur place face à l'Europe, face au Royaume-Uni après l'indépendance, face à la France révolutionnaire, face aux ambitions coloniales européennes dans les Amériques. Mais à partir de 1849, quelque chose change. Pour la première fois, la principale menace qui pèse sur les États-Unis ne vient plus de l'étranger. Elle vient de l'intérieur même du pays. Pendant les 12 années qui séparent James Polk d'Abraham Lincoln, 4 présidents vont tenter de préserver l'Union. Zachary Taylor, Millard Fillmore, Franklin Pierce et James Buchanan. 4 hommes différents, 4 présidences souvent oubliées, et 4 administrations qui assistent à l'effondrement progressif du système politique américain. Mars 1849, Washington D.C. Zachary Taylor prête serment comme 12e président des États-Unis. Comme Andrew Jackson ou William Henry Harrison avant lui, Taylor est avant tout un héros militaire. Sa réputation s'est construite pendant la guerre contre le Mexique. Mais lorsqu'il arrive à la Maison-Blanche, les questions de politique étrangère qui ont dominé les présidences précédentes passent progressivement au second plan. Les débats sur le Royaume-Uni, la France, l'Oregon ou le Texas cèdent la place à une crise plus profonde. Les territoires acquis après la guerre contre le Mexique doivent-ils être ouverts à l'esclavage ? Le sujet divise immédiatement le pays. Le débat est également observé avec attention en Europe. Depuis l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique en 1833, le Royaume-Uni est devenu la principale puissance abolitionniste mondiale. La Royal Navy lutte contre la traite atlantique et de nombreuses voix britanniques dénoncent ouvertement l'institution esclavagiste. Dans le Sud américain, cette évolution suscite une méfiance croissante. Certains responsables politiques considèrent que l'hostilité britannique à l'esclavage menace indirectement leurs intérêts économiques et sociaux. Pour la première fois, la question de l'esclavage devient un sujet suivi de près des deux côtés de l'Atlantique. Taylor lui-même surprend de nombreux observateurs. Bien qu'il soit propriétaire d'esclaves, il souhaite éviter l'extension de l'institution dans les nouveaux territoires de l'Ouest. Sa position provoque l'inquiétude d'une partie du Sud. Des responsables politiques commencent même à évoquer ouvertement la possibilité d'une sécession. La crise devient de plus en plus sérieuse. Mais en juillet 1850, avant qu'une solution durable puisse être trouvée, Zachary Taylor meurt brutalement après 16 mois à la Maison-Blanche. Pour la deuxième fois de l'histoire américaine, un président décède en exercice. Son vice-président, Millard Fillmore, lui succède. Juillet 1850, Washington D.C. Millard Fillmore hérite d'un pays profondément divisé. Sa priorité immédiate consiste à empêcher l'éclatement de l'Union. Au Congrès, plusieurs dirigeants tentent alors de construire un nouveau compromis entre le Nord et le Sud. Le résultat est le compromis de 1850. La Californie entre dans l'Union comme État libre. Les territoires de l'Utah et du Nouveau-Mexique obtiennent le droit de décider eux-mêmes de la question de l'esclavage. En échange, le Congrès adopte une nouvelle loi sur les esclaves fugitifs. À court terme, la mesure semble fonctionner. La crise paraît temporairement repoussée. Mais pendant que les responsables politiques américains se concentrent sur les tensions intérieures, les relations entre les États-Unis et le reste du monde continuent d'évoluer. Des centaines de milliers d'Irlandais fuient la Grande Famine. Des milliers d'Allemands quittent l'Europe après l'échec des révolutions de 1848. Beaucoup choisissent de s'installer aux États-Unis. Jamais autant d'Européens n'ont traversé l'Atlantique pour rejoindre la jeune République américaine.
Ces immigrés participent à la croissance économique du pays et transforment progressivement sa société. Les capitaux britanniques continuent également de financer les chemins de fer, les banques et les infrastructures américaines. Même si Washington évite toujours les alliances politiques avec les puissances européennes, les deux rives de l'Atlantique deviennent chaque année plus interdépendantes. Mais Fillmore ne regarde pas seulement vers l'Europe. Son administration s'intéresse aussi de plus en plus à l'Asie. Depuis plusieurs décennies, le Royaume-Uni, la France et d'autres puissances européennes développent leur présence commerciale dans les mers asiatiques. Les États-Unis ne veulent pas rester à l'écart de cette évolution. En 1852, Fillmore décide d'envoyer une expédition navale commandée par le commodore Matthew Perry vers le Japon. L'objectif est ambitieux. Le Japon vit alors dans un isolement volontaire depuis plus de 2 siècles. Les dirigeants américains souhaitent ouvrir des relations diplomatiques et commerciales avec l'archipel. Cette décision révèle une évolution importante. Les États-Unis ne se contentent plus de regarder vers l'Europe ou vers leur propre continent. Ils commencent à se considérer comme une puissance commerciale mondiale. Lorsque Fillmore quitte la Maison-Blanche en 1853, beaucoup d'Américains espèrent encore que le compromis de 1850 a définitivement réglé la question de l'esclavage. Cette impression ne dure pas longtemps. L'homme qui lui succède s'appelle Franklin Pierce. Mars 1853, Washington DC. Franklin Pierce devient 14e président des États-Unis. Jeune, énergique et profondément attaché à l'unité du Parti démocrate, il espère réduire les tensions qui divisent le pays. Mais son mandat va produire l'effet inverse. L'un des épisodes les plus révélateurs de sa présidence se déroule d'ailleurs en Europe. Depuis l'époque de Thomas Jefferson, de nombreux responsables américains s'intéressent à Cuba. Située à moins de 200 km de la Floride, l'île occupe une position stratégique majeure dans les Caraïbes. Mais Cuba appartient toujours à l'Espagne. Or, au milieu du XIXe siècle, de nombreux Américains considèrent que les derniers empires européens devraient progressivement disparaître du continent américain. Cette vision s'inscrit dans la continuité de la doctrine Monroe proclamée plus de 30 ans auparavant. En 1854, 3 diplomates américains se réunissent dans la ville belge d'Ostende. Parmi eux figure James Buchanan, alors ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni. Leur mission consiste à réfléchir à l'avenir de Cuba. Le document qu'ils rédigent entre dans l'histoire sous le nom de « Manifeste d'Ostende ». Les diplomates recommandent que les États-Unis achètent l'île à l'Espagne. Ils affirment également que si Madrid refuse et si la sécurité américaine l'exige, Washington pourrait être justifié à s'en emparer par la force. Lorsque le texte devient public, il provoque immédiatement un scandale. Dans le Nord, beaucoup y voient une tentative de créer de nouveaux territoires esclavagistes. En Europe, plusieurs gouvernements observent avec inquiétude ce qu'ils considèrent comme une nouvelle manifestation de l'expansionnisme américain. L'affaire rappelle que malgré les tensions intérieures croissantes, les États-Unis continuent de se définir face aux puissances européennes présentes dans l'hémisphère occidental. Mais la plus grave crise de la présidence Pierce éclate sur le territoire américain lui-même. La même année, le Congrès adopte le Kansas-Nebraska Act. Cette loi permet aux habitants des nouveaux territoires du Kansas et du Nebraska de décider eux-mêmes s'ils souhaitent autoriser l'esclavage. La mesure annule de fait les équilibres politiques établis depuis le compromis du Missouri de 1820. Immédiatement, des milliers de partisans et d'adversaires de l'esclavage affluent vers le Kansas. Les affrontements se multiplient. Les villes sont attaquées. Des élections sont contestées. Des militants sont assassinés. La presse parle désormais d'un Kansas sanglant. Pour beaucoup d'Européens, la situation est stupéfiante. La République qui se présentait comme un modèle de stabilité démocratique semble désormais incapable de résoudre pacifiquement ces divisions. Les journaux britanniques, français et allemands suivent avec attention cette montée des violences. Sur le plan politique, les conséquences sont considérables. Le parti Whig, déjà affaibli, s'effondre définitivement. Un nouveau mouvement apparaît, le Parti républicain. Son objectif est simple, empêcher l'expansion de l'esclavage vers l'ouest. Lorsque Franklin Pierce quitte la Maison-Blanche en 1857, les États-Unis sont plus divisés qu'à n'importe quel autre moment depuis leur indépendance. L'homme qui lui succède possède pourtant l'une des plus solides expériences diplomatiques de son époque.
Son nom est James Buchanan. Mars 1857, Washington, D.C. James Buchanan prête serment comme 15e président des États-Unis. Depuis John Quincy Adams, peu de présidents possèdent une expérience européenne comparable à la sienne. Au cours de sa carrière, il a représenté les États-Unis auprès du gouvernement britannique à Londres. Il connaît les mécanismes de la diplomatie internationale et les équilibres entre les grandes puissances. Pour beaucoup d'Américains, cette expérience constitue un atout majeur. Nombreux sont ceux qui espèrent qu'un homme habitué aux négociations diplomatiques saura également réconcilier le Nord et le Sud. Mais les événements vont rapidement lui échapper. Depuis quelques jours seulement après son investiture, la Cour suprême rend sa décision dans l'affaire Dred Scott. Selon la majorité des juges, les personnes noires ne peuvent pas être considérées comme des citoyens américains et le Congrès ne possède pas le pouvoir d'interdire l'esclavage dans les territoires fédéraux. La décision provoque une onde de choc nationale. Dans le Nord, elle est perçue comme une victoire du pouvoir esclavagiste. Dans le Sud, elle est largement célébrée. Les compromis deviennent toujours plus difficiles. Pendant ce temps, les puissances européennes suivent avec attention l'évolution de la situation américaine. Le Royaume-Uni dépend fortement du coton produit dans les États du Sud. Les usines textiles britanniques importent chaque année des quantités considérables de coton américain. Une rupture de l'Union pourrait donc avoir des conséquences économiques majeures de l'autre côté de l'Atlantique. La France de Napoléon III observe elle aussi les événements avec intérêt. Les grandes puissances européennes comprennent que l'avenir des États-Unis pourrait modifier l'équilibre économique mondial. Mais Buchanan se montre incapable d'apaiser les tensions. En 1858, les débats entre Abraham Lincoln et Stephen Douglas attirent l'attention du pays entier. La question de l'esclavage domine désormais toutes les discussions politiques. En 1859, un militant abolitionniste nommé John Brown attaque l'arsenal fédéral de Harper's Ferry en Virginie. Son objectif est de déclencher une révolte générale des esclaves. L'opération échoue rapidement. John Brown est arrêté, puis exécuté. Mais les conséquences politiques sont immenses. Dans le Nord, certains voient en lui un martyr de la cause abolitionniste. Dans le Sud, beaucoup considèrent désormais que leur mode de vie est directement menacé. La méfiance entre les deux régions atteint un niveau sans précédent. L'élection présidentielle de 1860 marque le point de rupture. Le Parti démocrate se divise entre plusieurs candidats. Le Parti républicain présente un ancien élu de l'Illinois, Abraham Lincoln. Lincoln remporte l'élection sans gagner un seul État esclavagiste. Pour de nombreux responsables sudistes, ce résultat démontre qu'ils ont perdu toute influence au sein du gouvernement fédéral. Quelques semaines plus tard, la Caroline du Sud annonce sa sécession. D'autres États suivent rapidement. James Buchanan considère la sécession comme illégale, mais il estime également que le gouvernement fédéral ne possède pas le pouvoir de l'empêcher par la force. Son administration reste largement paralysée. Lorsque Buchanan quitte la Maison-Blanche en mars 1861, l'Union est déjà en train de se désintégrer. La guerre n'a pas encore commencé, mais elle est devenue presque inévitable. Zachary Taylor, Millard Fillmore, Franklin Pierce et James Buchanan consacrent l'essentiel de leur présidence à tenter de préserver l'Union. Aucun d'entre eux ne parvient à résoudre la question de l'esclavage. Durant ces 12 années, les États-Unis ne cessent pas d'interagir avec le monde. L'immigration européenne transforme leur société. Les capitaux britanniques alimentent leur croissance économique. Washington commence à regarder vers l'Asie, avec l'expédition du Commodore Perry. L'affaire de Cuba rappelle que les États-Unis continuent de contester la présence des empires européens dans les Amériques, et les gouvernements européens observent avec une inquiétude croissante les divisions de la jeune République. Pendant près de 70 ans, les présidents américains ont défini leur place face à l'Europe. Désormais, une question plus fondamentale se pose. Les États-Unis peuvent-ils encore rester unis ? Dans le prochain épisode, nous suivrons Abraham Lincoln face à la plus grande crise de l'histoire américaine, la guerre de sécession. C'était la Maison-Blanche et l'Europe avec Maxime Lobé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager le podcast. Retrouvez le contenu d'Atlantic Perspectives sur les réseaux sociaux et sur son site internet atlanticperspectives.org. Music license via Epidemic Sound.